Lundi 3 mai 2021, nouvelle semaine, première convocation du tribunal de l'actualité. Merci à vous qui nous suivez depuis les antennes des médias leaders Twifi et Watt FM. Je suis Adam Scaled Dargo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, les juges au siège. Bernard Bourgouma-Geoffroy-Vara, bonjour et bienvenue. Bonjour président, bonjour juge Vara, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bourgouma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Profanation par incinération de biens et patrimoine culturel, atteinte à la dignité d'une communauté religieuse, diffamation d'un groupe religieux et médiatisation d'actes de vandalisme religieux. Voici ce qui est reproché à la paroisse Saint-Pierre de Gouguin. Cette plainte est déposée par un collectif d'associations et cela fait suite à une cérémonie d'incinération par l'église de Fétiche. Et cela en tout cas fait grand bruit et crée la polémique. Et ce matin, nous avons décidé d'enrouler le sujet à cette première convocation de la semaine. Et notre invité ce matin est Konoba Traoré. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes homme de lettres, homme de culture, dozo, guérisseur, chef de société secrète Konon. Une fois de plus, merci d'avoir accepté notre convocation. Nous allons parler de religion traditionnelle et en tout cas de ce qui s'est passé à l'église, à la paroisse Saint-Pierre de Gouguin. Mais avant, nous allons ouvrir les premières fenêtres de cette émission. Ce sont les avant-propos. Pour cette première partie, nous allons donner la parole au juge Bourgouma. Juge Bourgouma, qu'est-ce qui retient votre attention ce matin? Non, je vais juste me sacrifier à mon rituel de lundi en vous souhaitant un très bon lundi, une très bonne semaine. Parce que bon, il y a une fine poussière qui se dépose depuis ce week-end, qui s'épaissit par moments et qui revient. C'est la panique, mais je pense qu'en tant que pays sahélien, nous sommes habitués également à cette situation. C'est une chaleur également torride, mais je pense aussi que c'est ça aussi le Burkina Faso, quoi. Donc il va falloir également qu'on apprenne à faire avec et surtout qu'on pense à planter des arbres, à les entretenir, et ça peut nous donner de l'ombre à un moment donné. Et également qu'on tienne compte dans nos constructions, parce que le parpaing est en train de montrer ses limites. Il va falloir également qu'on pense à une autre façon de construire à partir des matériaux locaux, parfois sans fer, et moins de bois. Mais je pense aussi que ça peut contenir la chaleur. Et même en temps de froid intense, ça régule d'une certaine façon la température. C'est une interpellation que Dame Nature nous fait. Alors saurons-nous l'entendre et nous adapter? Alors ça, je ne sais pas, parce que ça va au-delà des volontés personnelles de quelques individus. Il va falloir qu'au plus haut niveau, il y a un certain nombre de choses, on puisse penser à ces choses-là. Donc, c'est pour souhaiter une très bonne semaine, beaucoup de courage à tout le monde et pensée spéciale, je dis toujours, à ceux qui sont dans les hôpitaux, qui s'occupent de ceux qui ne vont pas bien, mais aussi pensée spéciale surtout à ceux qui ne se portent pas bien, qu'ils soient à la maison ou qu'ils soient sur un lit d'hôpital, et également pensée spéciale à ceux qui sont privés de liberté. Je vais parler de ceux qui sont détenus pour une raison ou pour une autre. Merci pour ce mot, juge Bourgouma. Nous allons à présent écouter les avant-propos du juge Vara. Oui, moi j'aurais en cette journée-là aussi une pensée au métier que nous faisons, parce que c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Et moi j'ai entendu dans beaucoup d'autres médias parler de la dangerosité, quelquefois due à certains contextes, d'exercer ce métier-là. Et il y a eu le rappel de ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps, ici au Burkina, avec des journalistes venus d'ailleurs, donc des journalistes internationaux qui sont tombés, je pense qu'ils étaient 2. Et voilà, pour dire qu'il ne fait pas bon, et c'était la phrase d'être journaliste au Burkina. Je crois que c'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Il y a une réalité aussi, c'est que il y a un contexte d'insécurité au Burkina. Et je pense que, quelle que soit votre nationalité, quel que soit d'où vous venez, il y a des zones, si vous y allez, vous risquez d'être exposé. Et qui plus est, lorsque vous êtes, je dirais comme ça, la cible privilégiés, notamment de ceux qui menacent dans les lieux. On sait que quand on parle de terrorisme, eh bien les nationalités européennes sont les plus ciblées. Donc ça c'est un fait. Donc le caractère dangereux pour nous devient encore plus décuplé pour ce qui est de ces journalistes venus de ces contrées-là. Mais quand cela ne tienne, on décide de faire un boulot, on décide de travailler sur des sujets de façon courageuse et on décide de mener son travail au bout, au regard et en mesurant un certain nombre d'éléments. Mais je dis,
ma pensée va à l'endroit de toutes ces personnes qui font ce métier-là, parce que c'est cette journée qui consacre aussi la réalité de ce que, si vous n'êtes pas libre de dire ce que vous pensez, ce que vous constatez, les analyses que vous faites, en fait vous n'êtes plus libre d'exercer le métier. Et c'est ce qui est consacré aujourd'hui. Quand on regarde le Burkina Faso, avec le dernier rapport, si je me trompe, vous me corrigez, je pense que le Burkina est 37e, le Burkina a toujours été quand même un bon élève. Et ça, nous, il faut le dire de façon très claire, nous retirons ce bénéfice-là d'un sacrifice. C'est celui de quelqu'un comme Norbert Zongo. Parce que depuis, les choses ont beaucoup changé. Mais on est passé aussi par une période très dure. Quand on regarde certains pays voisins, moi je ne vais pas aller dans le pays pas loin, on a le cas par exemple du Bénin qui, au regard du rapport, donne à se questionner, qui dégringole un peu dans le rang, parce que il y a des subterfuges qui sont utilisés par le pouvoir aujourd'hui, celui béninois, pour emprisonner journalistes et autres, même politiques. Personne n'y échappe aujourd'hui. Et ça, c'est une réalité béninoise. Même si certains feignent ne pas voir, mais c'est ça la réalité. Il y a un président qui semble un peu fermé à la critique. Et tout est mis en œuvre pour que, lorsqu'on ne pense pas forcément d'une certaine façon, on est inquiété. Et pas forcément que vous soyez écroué, mais lorsque vous êtes inquiété, cela montre que vous n'avez pas la liberté de dire ce que vous voulez, vous n'avez pas la liberté de dire ce que vous pensez, vous n'avez pas la liberté de partager vos opinions et vos analyses. Je crois que c'est ce que je vais dire concernant cette journée, et puis espérer qu'on va toujours transpirer, parce que cette liberté-là, ce n'est pas un combat d'un jour, ce n'est pas un acquis d'une fois, c'est une façon d'être, c'est une façon d'exercer son métier, c'est une façon de se l'approprier. On ne nous la donnera pas, ça va s'arracher et ça continuera de s'arracher. Merci, Monsieur le juge, pour ces différentes clés de lecture. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Et comme je l'ai dit, nous allons parler ce matin de l'affaire incinération de fétiches par la paroisse Saint-Pierre de Gounguin. Qu'en est-il réellement de cette actualité relayée par nos confrères du journal en ligne lefaso.net? Et pour en parler, nous avons sur ce plateau Konoba Traoré, je le rappelais tantôt. Il est homme de lettres, homme de culture, dozo, guérisseur, chef de société secrète du Conon. Il faut rappeler également que vous êtes trésor humain vivant. Alors vous l'avez été élevé au rang justement de ce titre en 2015 sous la tradition. Dites-nous aujourd'hui, que représente cette distinction pour vous? Est-ce que les promesses qui ont été faites en son temps pour vous permettre justement de promouvoir les connaissances et pratiques traditionnelles ont été respectées, M. Konoba? À vrai dire, non. Les trésors humains vivants, à dire la vérité, ne sont pas satisfaits de leurs conditions. Puisque notre premier devoir est de transmettre les connaissances théoriques et pratiques que nous détenons. Mais il faut qu'on nous mette dans les possibilités matérielles même et morales de pouvoir le faire. Quand vous avez à transmettre des connaissances, le minimum même vital, vous ne l'avez pas. Comment vous pouvez transmettre des connaissances de cette manière-là? Les droits qui sont liés à cette distinction de trésor humain vivant-là n'ont pas été respectés jusqu'à présent. Donc ce titre aujourd'hui est une coquille vide, c'est ce que vous voulez dire? Exactement. D'accord. Et c'est dommage. Parce que déjà sur les 17 qui ont été consacrés trésor humain vivant, il y a certains qui sont décédés. Et la plupart de nous avons 70 ans. Donc on attend peut-être que nous mourrons pour venir nous consacrer des oraisons funèbres terribles qui ne valent pas la peine. Moi je crois que toute société a le devoir de reconnaître les mérites des hommes qu'il faut, premièrement. Deuxièmement, de chercher à exploiter les talents de ces hommes de mérite-là. Parce que sinon, ça ne vaut pas la peine.
D'accord. Il faut exploiter ça. D'accord. C'est pas quand nous serons morts que dans le tombe on va exploiter ça. Il faut profiter du fait que nous soyons vivants. Et donc nous mettre dans les conditions. Ce n'est pas de l'injustice de nous mettre dans les conditions. Si nous avons été nommés, consacrés par le président du Faso, ça vaut la peine. Ce n'est pas une faveur, mais des droits. D'accord. Merci, M. Traoré. Alors, messieurs les juges, nous sommes dans les questions de généralité. Je ne sais pas si vous avez des questions à adresser à notre invité avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet. Non, je vous donne la politesse. Allez-y, Bernard. Alors, juge, on commence par vous alors. Oui, effectivement, quand ces personnes-là, elles ont été consacrées trésors humains vivants, déjà, il faut dire que c'est des hommes et des femmes qui sont âgés, bon, parce que c'est quand même le couronnement aussi d'un parcours, chacun dans son domaine de prédilection. Et donc, c'est ça aussi. Donc, c'était déjà des gens qui étaient âgés. Ensuite, il y avait également la volonté du politique de les valoriser et de faire en sorte que ce qu'ils ont comme ressources puisse également être valorisé. Alors moi, ce que je voudrais savoir, quels étaient les engagements que l'État avait pris par rapport à pouvoir vous appuyer dans le cadre de la valorisation de ce que vous avez comme trésor, à telle enseigne qu'on vous consacre trésor humain vivant. Dans les textes, il faut avouer que seul le directeur du patrimoine culturel peut mieux vous parler de ça. Ce que je sais, logiquement, les trésors humains vivants doivent être logés. Ils doivent avoir un domicile. Et ce domicile-là doit être connu par une affiche, par exemple, trésor humain vivant, bon, voilà, ça doit être cela. Deuxièmement, il doit avoir quand même la plus petite chose, c'est le moyen de déplacement. Quand vous ne pouvez même pas vous déplacer, vous allez faire quoi? Vous allez faire vos recherches comment? Vous ne pouvez même pas vous déplacer. Et des vieux comme nous, est-ce que nous devons nous déplacer à vélo? Ce n'est pas du luxe que nous cherchons, mais c'est la réalité. S'il y a des jeunes comme vous, il n'y a pas de problème. À moto, vous pouvez aller faire cela. Mais nous, quand certains ont de la peine même à marcher, vous voulez qu'ils montent sur une moto comment? Dans la réalité. Ce sont les réalités. Et ensuite, il devrait nous être consacré financièrement quelque chose pour avoir les moyens même de notre politique, c'est-à-dire de notre politique de transmission et de recherche. Parce que nous sommes constamment sur le chemin de la recherche, on n'a jamais fini de savoir. Vous voyez, si financièrement même tu ne moyens pas ta bouffe quotidienne, tu vas faire quoi? Je dis bien, c'est pas du luxe que de consacrer au trésor humain des avantages. Parce que sinon, la mission là, c'est une mission sur le papier. Ce n'est pas réel, c'est pas sur le terrain. Or, on veut que ça soit sur le terrain. D'accord. Juge va. Oui, bon, un commentaire en même temps aussi, et puis peut-être une question à la fin, parce que lorsqu'on regarde ceux qui avaient été donc fait trésor humain vivant, nombre de 17, quand on regarde un peu les catégories, vous allez voir quand même qu'il y a quoi? Musique traditionnelle, décoration murale, bendrologie, balafon, fabrication de carquois, sculpture, corps, indigo, fabrication de flèches, préparation du taux, sorgho rouge, céramique, maroquinerie, tissage et cœur populaire. Quand vous regardez au fond ce qu'ils ont voulu promouvoir, c'est la transmission. Et je suis d'accord avec notre invité. Comment transmettre si on ne vous donne pas les moyens de le faire? Si vous n'avez pas un lieu qui est consacré, connu, pour que ceux, c'est-à-dire parlant de la génération qui est la nôtre ou un peu plus après, qui a envie de comprendre un certain nombre d'éléments, ne puissent pas géographiquement les toucher, et puis ce serait un genre d'initiation, un genre de cours qui seront donnés. Mais cela se fait avec des moyens. Et puis, je pense qu'ils ne sont pas devenus experts de leur domaine, qui sont peut-être des domaines pas vraiment encadrés dans notre façon de faire aujourd'hui, qui est
pas qu'on dise emprunté de l'Europe, mais qui a derrière une démarche scientifique, une démarche culturelle. Si on ne peut pas leur donner, si vous êtes expert, c'est parce que vous avez travaillé dans un domaine. Donc il faut vous donner les moyens de pouvoir continuer votre expertise, de sorte à continuer d'enseigner. Donc je veux dire que c'est clair que c'est bon, et ça c'est peut-être une interpellation. Quand on veut quelquefois marquer le coup, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on rate, il y a des choses qu'on laisse tomber. Lorsqu'on en prend conscience, il faut, pour moi, lorsqu'on prend une décision, aller jusqu'au bout. Et je crois que c'est ce que nous avons comme interpellation à travers cela. Moi, je ne veux pas m'arrêter à peut-être ce petit point noir. Je veux dire, aujourd'hui, vous êtes téléviseur humain vivant. Est-ce qu'il y a cette génération d'après, je parle de nous, ceux qui viennent après, est-ce qu'il y a cette génération qui s'intéresse à vos connaissances? C'est-à-dire la relève. Oui. Beaucoup s'intéressent à ce que nous, trésors humains, nous faisons. Mais comme vous l'avez si bien dit, moi par exemple, dans le domaine de la musique traditionnelle, les instruments de musique, etc., il faut un atelier de fabrication de ça. Il faut un lieu pour enseigner ça. Nous avions fait des projets, on nous avait dit de conduire des projets que l'État va exécuter. Nous avons fait nos projets. Jusqu'ici, ça fait 5 ans. Rien n'a été fait. Bon, je n'ai pas d'atelier. Où est-ce que je vais apprendre aux gens à fabriquer les instruments traditionnels de musique et à enseigner ça? Ouais, le lieu même de l'exercice même de l'activité n'est pas là. Comment faire? Sinon, il y a les jeunes qui s'intéressent à ça. Nous avons des gens. C'est pas la relève qui manque. C'est les moyens là pour intéresser même les gens dans cette affaire qui ne sont pas à notre disposition. D'accord. Dernier commentaire. Okay, je veux pas qu'on s'attende parce qu'on a un autre sujet. C'est que après, ceux qui ont les moyens, vous verrez, qui viendront, qui permettront donc au papa de leur apprendre en le mettant dans un certain confort, et repartiront avec cette connaissance, et puis demain vont venir nous l'enseigner. Et ça, on va dire non, c'est pas possible qu'un blanc nous apprenne ça, parce que nous-mêmes, c'est de notre culture. C'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'il faut. C'est un peu le commentaire par lequel je termine. En tout cas, merci pour ces différents commentaires qu'on a eus dans cette rubrique généralité. Nous allons à présent rentrer dans le vif du sujet. Et comme je le disais, des adeptes de la religion traditionnelle sont montés au créneau pour dénoncer ce qui s'est passé à la paroisse Saint-Pierre de Gounguin. Alors, dans cette affaire d'incinération de fétiches. Alors, pour être plus précis, il faut dire qu'il y a quelques organisations qui sont à la tête justement de ce combat-là. On a 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. On a également le Haut Conseil national des Dozo du Burkina Faso. On a Kombi Culture, on a Faso Koudoumdé, on a Maya Blon, Afrique Talent et Myria. Donc voici en tout cas les structures et les associations qui sont montées au créneau pour dire non à ce qui s'est passé au niveau de la paroisse. On parle d'incinération de fétiches. Le curé de la paroisse parle plutôt de quoi? De baya, de bracelets, de croix, de statuettes envoûtées, de statuettes de la Vierge Marie, de cadenas magiques, de machettes qui ont été incinérées et 2 fétiches apportés librement, en tout cas par les fidèles. Qu'est-ce qu'on entend par fétiche finalement? Je vais d'abord situer le cadre de ma venue ici. Je crois que je suis invité ici en tant que Traoré Kolomba, trésor humain vivant féticheur. Et je ne suis pas le représentant des Dozo, de la confrérie des Dozo. Et donc je ne parle pas en tant que représentant de la confrérie des Dozo, bien que j'y ai été autorisé, j'ai été autorisé à signer la déclaration. La déclaration. Donc ce que je dis ici, c'est moi Traoré Kolomba qui le dit. Traditionnaliste. Oui. Ok. Et quand il faut d'abord situer en avant-propos, qu'est-ce que la religion en fait? Toute religion a comme support des croyances, des dogmes, que ce soit écrit ou oral, et des pratiques.
Très bien. Le support de l'islam, c'est le Coran. Du christianisme, c'est la Bible. Le support de la religion traditionnelle, le fétichisme là. Donc on dirait l'animisme, moi je dis le traditionnisme. C'est quoi? C'est le culte des ancêtres et des fétiches. Parce que les religions révélées ont tendance à croire que être animiste, c'est être athée. Or, être athée, ce n'est même pas croire en l'existence de Dieu du tout. Le noir africain n'est pas athée. Chaque peuple, chaque société noire africaine a dans sa langue le nom de Dieu. Vous voyez? Donc, il y a la reconnaissance d'un être suprême qui a créé le monde et qui gouverne l'univers. Et maintenant, comment manifester la croyance en ce Dieu-là? C'est ça qui fait la différence. Est-ce qu'il faut aller prier quelque part disant qu'on s'adresse directement à Dieu? Est-ce qu'il faut passer par des intermédiaires pour s'adresser à Dieu? Voilà le problème. La religion animiste passe par des intermédiaires, les ancêtres, le culte des ancêtres. En fait, la hiérarchie dans le fétichisme, ça s'établit comme suit: Dieu en haut, après Dieu, les ancêtres, parce que les ancêtres sont plus proches de Dieu. Ils ont vécu ici, ils connaissent ici. Ils sont dans l'au-delà, ils connaissent l'au-delà, donc ils sont plus armés pour être les intermédiaires même auprès de Dieu, des vivants. Donc, après les ancêtres, viennent maintenant les divinités. Ce que d'aucuns appellent les divinités et les cultes. Ce que d'aucuns appellent les fétiches. Mais dans cette affaire-là, qui peut me prouver, à moi, Konomba, que parce qu'il s'adresse directement à Dieu, ces messages sont mieux reçus que moi qui m'adresse à Dieu par des fétiches? Quelle preuve peut-on me donner? Je suis libre d'aller voir le Moro Naba en passant par le Lalé Naba ou le Baloum Naba, ou d'aller le voir directement, qu'importe. D'accord, mais concernant cette affaire, on parle d'incinération de fétiches. Oui, j'en viens. Pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, qu'est-ce qu'on appelle fétiche finalement? Parce que d'aucuns estiment que ce qui a été incinéré, ce ne sont pas des fétiches. Ils ont dit que c'est de quoi? Bon, j'ai cité, on parle de bayards, de bracelets, de croix et de statuettes envoûtées de la Vierge Marie. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas l'appellation juste. Les amulettes, tout ça, etc., ils confondent tout. Le fétiche, c'est un objet animé de conscience, de savoir, de pouvoir. Pouvoir positif comme pouvoir négatif. Parce qu'en toute chose, il y a un aspect qui est bien, un aspect qui est négatif. Toute chose est elle-même et son contraire. Et les prétendus objets d'art qu'on a envoyés là-bas lors de la colonisation, on nous a fait jeter nos fétiches. Et les Blancs, ils ont appelé ça objet d'art. Ils ont envoyé ça dans les musées là-bas. Ce n'est pas des objets d'art. Parce que l'art contemplatif n'existe pas en Afrique. L'art, c'est utilitaire. On fait un escabeau pour s'asseoir dessus. Ce n'est pas pour la contemplation comme dans un musée. On regarde des tableaux. Ça, c'est pas fait pour la contemplation. C'est pas quelque chose qui est posé pour être regardé. C'est quelque chose qui est utile. En fait, les prétendus objets d'art là, ce sont des fétiches. Ce sont des objets qui ont servi dans des offrandes, dans des manifestations, dans des adorations. Voilà, ce sont des objets de culte.
Ce sont des objets de culte. Donc ce sont des objets qui ont des pouvoirs. Voilà. D'accord. Et le fait, pour moi, d'incinérer ça, pour moi, c'est un sacrilège. Pourquoi? Parce que c'est le non-respect de l'autre. D'accord. Le non-respect de la religion traditionnelle. Or, dans notre constitution, même la laïcité est consacrée. La laïcité, c'est quoi? C'est la liberté de culte. Et aussi, le devoir pour l'État de faire en sorte que les religions, toutes les religions soient sur le même pied d'égalité, traitées sur le même pied d'égalité. D'accord, nous aurons le temps de revenir là-dessus tout au long de cette émission. Nous allons permettre déjà à Juge de réagir. Bon, il y a une question que vous posiez, Président, qui pour moi était très intéressante. C'est la question du fétiche et de sa signification. Parce que je reviens encore à ce que vous avez cité. Quand on parle de... on parle de baya, de bracelet, de statuettes en vue. Nous sommes des profanes. De notre entendement, c'est des amulettes. C'est-à-dire des types d'objets portés qui ont des valeurs de protection ou des choses. Exactement. Et nous, voilà. Et nous, de notre entendement, par exemple, quand on parle de fétiche, c'est peut-être c'est un objet, mais qui, comme vous dites là, qui renferme un pouvoir et tout, mais qui est reconnu par une communauté vers laquelle, je sais pas moi, tout le monde s'incline pour ceci ou cela selon ses raisons et tout. Mais je pense que là, il s'agit d'objets peut-être de protection pour lesquels, et peut-être ça aussi, c'est peut-être un autre argument sur lequel je voudrais bien que vous jetiez un regard. Dont ceux qu'ils possèdent se sont débarrassés. C'est-à-dire ils sont allés s'en débarrasser auprès de la nouvelle entité en quelle elle croit aujourd'hui. Et je pose la question de savoir, est-ce que ces amulettes sont à mettre au même titre que le fétiche que vous définissiez tout à l'heure? Et puis deuxièmement, lorsqu'on va par soi-même se débarrasser de ces éléments-là, parce que n'oublions pas, quand vous le disiez, là où ils vont se débarrasser, là où ils vont pour se débarrasser de ces éléments, vous le lisez dans leur corpus, vous lisez la Bible, c'est dans la partie Ancien Testament qui est pareil au Coran et tout, la question de brûler des objets dédiés aux dieux et tout, ça c'est consacré dans leur croyance à eux. Donc celui qui va délibérément pour le faire, c'est-à-dire se débarrasser de ces amulettes-là, il sait un peu ce qui pourrait être fait de ces amulettes. Donc je veux dire la double dimension. Quel regard vous avez là-dessus? Est-ce qu'il faut mettre les amulettes au même pied d'égalité que les fétiches? Et puis deuxièmement, lorsqu'on va de façon délibérée se débarrasser de ces amulettes-là, quel sens cela donne? On n'a pas forcément besoin d'aller dans une église pour se débarrasser de son fétiche. Si c'est vous-même qui l'avez fabriqué, vous pouvez vous en débarrasser sans aller quelque part. Si c'est quelqu'un qui a fabriqué ça, vous donnez, qui vous a fait don de ça, vous pouvez aller revoir la personne et puis lui dire, vous voulez vous en débarrasser. La personne trouvera le processus de débarras. Mais aller de cette manière-là, c'est la manière qu'on condamne. Parce que dans un État laïque, ça amène la frustration. Ça amène la frustration. Pendant que nous sommes en train de parler de paix sociale, de vivre bien ensemble, de cohésion sociale, etc., etc., etc. Et là, la laïcité est battue en brèche. Même si vous prenez votre fétiche, vous allez donner à un chose. Il ne lui appartient pas, à mon avis, ce n'est même pas décent de brûler ça. Et publiquement. Ah non. Alors vous mettez le point sur un élément important publiquement. Oui. Ça a été médiatisé. D'accord. Mais la première question n'a pas été répondue parce qu'il y a beaucoup qui font la différence aujourd'hui entre les amulettes et le fétiche. C'est pareil? C'est la question que je posais. C'est pareil quant au pouvoir qu'ils détiennent. D'accord. Ah oui. Ça c'est un fétiche. C'est un fétiche. C'est un fétiche. C'est la notion de pouvoir qui est incrustée dans le fétiche qui compte. Donc, amulette et tout ça, ce sont des fétiches. Cette canne est un fétiche. Parce qu'elle n'est pas destinée seulement à me faire marcher
Je ne suis pas courant, je ne marche pas avec une canne. C'est un fétiche. C'est-à-dire c'est animer le pouvoir. Et donc chacun a son pouvoir. Oui. Ok, mais bon, je suis curieux parce que on est en même temps dans la pédagogie. On est avec quelqu'un qui est une source intarissable pour ces choses-là. Vous êtes venu avec un arsenal. Présentez-nous un peu, peut-être qu'on comprenne. Parce que là, on est en train de faire le débat fétiche, amulette. Vous aviez un coup, peut-être, Dieu merci, il y en a qui. Parce que c'est en télé en même temps et en radio. La plupart du temps, oui, le terme amulette est consacré à ce qui peut être porté. D'accord. Voici des amulettes. Ça peut être porté. Voilà. Et chacun a sa spécificité. Chacun a ses pouvoirs propres. D'accord. La plupart du temps, le fétiche, il y a plusieurs sortes de fétiches. Il y a des fétiches statiques qui ne bougent pas. Il y a des lieux de culte qui sont des fétiches. Donc ça ne bouge pas. D'accord. Il y a des fétiches dynamiques qui bougent. Quand vous prenez les masques constituent des fétiches dynamiques. Les fétiches statiques, ça peut être des rochers, ça peut être une montagne, ça peut être un arbre, ça peut être un cours d'eau. Bien que l'eau coule, ça constitue un fétiche statique. Parce que c'est pas le fait que l'eau coule, c'est pas à cause de ça que ça sera un fétiche dynamique. Parce que il y a un lieu qui est la source du marigot où on fait des sacrifices. C'est à cet égard-là que c'est consacré comme fétiche statique. D'accord. Donc, la plupart du temps, les fétiches, ce ne sont pas des choses qui bougent comme ça. Surtout les fétiches communautaires. Une case à fétiche dans un village, ça ne bouge pas. La case du colon, ça ne bouge pas. La case des masques, que ce soit dans la société des masques ou ailleurs, ça ne bouge pas. Il y a des fétiches aussi qui sont des fétiches familiaux. Le grand-père, il tenait un fétiche et toute la famille, ça servait de protection pour la famille, ça servait de procuration de bien-être pour la famille et on lui consacre un culte, c'est-à-dire il est là, on lui fait des adorations, etc., etc. Des fétiches familiaux. Il y a des fétiches individuels. Ça, ce sont des fétiches individuels qui bougent très peu. C'est parce que je venais pour l'émission que j'ai amené ça. Parce qu'il y a des gens même qui ne savent même pas ce qu'est un fétiche, visuellement. Donc voilà un fétiche. Voilà un fétiche. Et ça, les fétiches comportent là, généralement on dit talisman, amulette, gris-gris. Mais le terme de gris-gris là, ça c'est péjoratif. Moi j'ai vu ça employé dans le langage, dans la justification que le curé qui a fait un séminaire a dit que les gris-gris, c'est péjoratif. D'accord. Nous allons permettre à Juge Bourma de réagir. Merci bien. Effectivement, vous avez invoqué l'intervention du curé. Et comme l'a dit le président, il y a aussi des objets de culte catholique dedans, parce qu'il parle de statues de la Vierge Marie, des médailles et des croix qui ont été également incinérées dans le lot. Donc il n'y avait pas, selon lui, des objets qui relèveraient forcément de la religion traditionnelle. Donc, parce qu'il dit que c'est des gens qui ont apporté librement, mais à l'intérieur, il y avait aussi ces objets-là qui relèvent de, comment on appelle ça, de l'église catholique, mais dont l'usage était fait autre que ce qui était plus. Oui, mais c'est le pouvoir de l'affaire qui font la différence. Voilà, justement. Mais parce qu'on peut utiliser des objets d'église là pour faire la magie, tout à fait, pour tuer des gens, pour etc. etc. Et c'est ce qu'il dit. Ah oui. Alors maintenant, par rapport à pouvoir les remettre au propriétaire, dans ce cas de figure, monsieur est allé directement acheter ça dans une boutique parce que les statuettes, ce n'est pas les statuettes d'église, les objets d'église ou les chapelets des religions, parce que presque toutes les religions ont des chapelets. Il y en a qui sont confectionnés. Peut-être vous pouvez confectionner des chapelets par rapport à une X ou Y ou bien une amulette comme vous les portez. Mais en même temps, par exemple, pour un adepte d'une religion révélée qui veut aller payer son chapelet,
appelé, c'est dans une boutique de vente d'objets de piété qu'il paye et qu'il fait envoûter. Il l'utilise, comme vous l'avez dit, soit pour faire du mal et tout, c'est pour ses ambitions personnelles. Le jour qu'il voudrait s'en débarrasser, le boutiquier ne va plus prendre, puisque ce n'est pas le boutiquier qui a conféré. Moi, je parle des amulettes, je ne parle pas de ces choses achetées, je parle de ce que on a fabriqué. Moi, je peux fabriquer des amulettes que je vous donne. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, se débarrasser des choses qu'on a achetées dans ça, c'est la chose la plus simple. On va jeter ça. Maintenant, ce que je voudrais ajouter, c'est après, puisqu'il y a un pouvoir qui est dedans, et l'objet, à un moment donné, vous l'avez, mais vous avez peur de lui, ou bien ça ne vous sert pas, vous voulez vous en débarrasser, mais vous avez maintenant peur du pouvoir qui est dedans. Parce que vous savez ce qu'il y a comme charge de pouvoir, comme énergie. Vous n'avez pas la capacité de vider, et qu'est-ce que vous faites? Vous dites effectivement de retourner, et je lis l'exemple de la dame là, qui dit que elle dit loin des fétiches, c'est une famille qui avait peur. Le monsieur est mort, sa femme a dit à sa famille de venir chercher le fétiche. Elle n'est pas venue chercher, les enfants avaient peur, la case qui abritait le fétiche est tombée sur le fétiche. C'est là qu'on nous a fait appel et on est allé creuser pour prendre. Donc ici, ça met en fait deux choses. Une dame avec ses enfants face à un fétiche qui appelle la famille de venir chercher, elle ne vient pas, mais peut-être qu'il ne sait pas où monsieur est allé prendre aussi. Donc il y a cette difficulté-là. Mais comme Geoffroy l'a dit, vous êtes une personne de souci. Dans des cas pareils, à qui on s'adresse et comment on fait? Elle a trouvé les prêtres pour aller alors que je sais que ces personnes à Ouagadougou ne sont pas les seules. Vous vivez dans une famille, monsieur n'est plus, il y a de ces choses-là. Vous avez peur parce que vous ne savez pas quel culte donner. Alors que ça y est, là, on dit que c'est un objet de protection qui prend régulièrement un sacrifice. Ça peut être un animal ou toute autre chose, mais le détenteur n'est plus. Vous ne pouvez plus continuer le rite parce que vous ne maîtrisez plus les tenants et les aboutissants. Vous n'avez plus les moyens pour trouver un autre logement alors qu'il est là. La question, c'est quand c'est comme ça, comment on fait et à qui on s'adresse? C'est simple, il faut aller voir un féticheur. Pour s'en débarrasser ou pour atténuer le pouvoir néfaste de ce fétiche-là. Alors, si vous pas des actes de religion, parce que les prières qu'on fait là-bas, est-ce que vous êtes sûr que ça peut tuer l'énergie des fétiches-là? Moi, je vous pose une autre question. Vous qui êtes assis, s'il y a un tel cas, ce n'est pas vous qui avez livré le fétiche. Si quelqu'un vient vous voir, j'ai un fétiche, je veux m'en débarrasser, est-ce que vous allez prendre? J'ai les forces mystiques pour ça. Donc, si dans des cas pareils se posent, vous pouvez prendre. Je peux prendre. Je peux même détruire. Mais par des procédés mystiques qui sont des procédés en dehors des religions révélées. Parce que je ne crois pas que les religions révélées ont le secret de l'annihilation des pouvoirs qui sont dans les fétiches. Regardez. Les amulettes qui sont partis là-bas qu'on a détruits, c'est ce qu'on a vu. Les sorciers partent prier à l'église avec leur sorcellerie, ils ont ça. Oui. Ils partent prier à l'église et à la mosquée, au temple. Les sorciers rentrent là-bas avec leurs fétiches, avec leurs amulettes, avec leur pouvoir. Mais comment est-ce que, pourquoi les prières là-bas ne détruisent pas les pouvoirs des sorciers? Bien que la sorcellerie soit un phénomène mondial, c'est universel. Parce qu'il y a des blancs sorciers, il y a des noirs sorciers aussi, etc., etc., etc. Les sorciers sont mis par l'invisibilité. Et tout ce qu'ils font, c'est invisible, sauf à quelques initiés qui peuvent le voir. Bon, dans ce cas, moi je pense que il y a plutôt à chercher à détruire ces choses qui sont contraires aux religions révélées là, qui rentrent là-bas, plutôt que de chercher à vouloir détruire des choses dont on dit qu'on est venu vous donner, parce que c'était nuisible. Les bayas là, ce sont des perles
de reins, on appelle les bayas là, ce sont les paires de reins que les femmes attachent. Ça sert à l'envoûtement des hommes, comme ça sert aussi à la protection des femmes contre la stérilité, les maladies, etc., etc., etc. Bon, si une femme est partie donner ça là-bas parce que ça lui sert, parce que c'est nuisible. Encore que les objets là, il faut faire attention. Il y a des objets de culte, il y a des objets de sorcellerie. Ce baya là est certainement des perles de sorcellerie. Parce qu'il y a une différence. D'accord. Monsieur Koraba, on va évoluer dans les échanges. On va vous passer la parole juste tout à l'heure. Mais j'aimerais avoir une petite précision. C'est vrai que vous invoquez la question du respect de la laïcité au Burkina Faso. Donc, respecter toutes les communautés et reconnaître la liberté de culte à chacun et à tous. Mais quand on vous écoute, on connaît votre position sur les religions dites révélées. Et vous le dites à qui veut l'entendre que ces religions-là ne viennent pas de Dieu. Ce sont des créatures. Ce sont des déclarations aussi graves que brûler des fétiches pour ceux qui croient à ces religions-là. Moi j'ai dit, les religions, Dieu n'a pas créé de religion. Ce sont les hommes qui ont créé les religions pour s'emmerder. La raison est que Dieu est toute bonté. Dieu est tout bon. Dieu ne fait pas de discrimination. Dieu ne saurait créer quelque chose qui crée la discrimination. La politique, la religion, ce sont des choses discriminatoires. Ça, c'est sur le terrain chaque jour. C'est discriminatoire. Est-ce que Dieu, qui dit qu'il appelle l'homme à son image, peut créer quelque chose qui va faire que les hommes vont se tuer entre eux parce qu'ils ne pensent pas pareil? C'est une invention des hommes. Les Arabes ont créé la religion islamique, les Européens ont créé d'autres religions, l'Asie, le bouddhisme, etc. Ce sont les hommes qui ont créé ces religions-là. Juste va. Moi, je pense qu'il y a une autre dimension aussi du débat d'aujourd'hui qu'on ne prend pas assez en compte. C'est vrai que Bernard parlait tout à l'heure de comment se débarrasser du fétiche et tout. Mais je pense que tout à l'heure, notre invité disait quelque chose d'intéressant. C'est public. La destruction publique d'un certain nombre d'éléments. Je pense qu'il y a des symboles à chaque croyance. Je pense que si je me trompe, ce qu'on en va, vous me contredisez. Et parmi les symboles propres à nos religions, bon, je n'emploierai pas le terme notre traditionnalisme ou la façon de croire les choses, ce sont ces choses-là. Autant je ne pense pas que une communauté se gargarise ou se targue d'avoir brûlé officiellement une Bible ou bien une croix ou une autre publiquement, autant peut-être ils se sentent aussi choqués que les symboles de leur croyance soient officiellement donnés pour brûler. Je ne sais pas si je me trompe, c'est peut-être cette dimension aussi qui dérange. Exactement. Maintenant, quand on écoutait... surtout ça. C'est surtout ça. Parce que moi, pour moi, c'est une dimension aussi qui... Oui, mais parce qu'à l'inverse là, si un animiste il prend la croix avec tout, mais il n'y a pas que la croix. Bon, quand on regarde la messe, il y a des objets avec lesquels on fait la messe. On prend tout ça et puis on met le pied, on dit que c'est satanique. Il emploie le mot satanique. Le mot Satan même là, c'est quoi? Quand on dit de ces petits que c'est satanique, ça c'est manquer de respect à toute la religion qui pratique ça. C'est satanique, c'est Satan. Tel qu'on comprend le Satan là dans les religions révélées là. Chez le noir africain, le terme Satan n'existe pas. Le mot Satan n'existe pas. Ton Satan, c'est moi qui veux te tuer, te faire du mal, etc. C'est moi ton Satan. Le Satan n'est pas consacré comme c'est consacré dans les religions. On n'a même pas de mot pour ça. Vous voyez? Bon, donc, effectivement, mais ça c'est de la profanation de la religion que de brûler publiquement des choses là, en disant que c'est satanique.
Et puis lors du point de presse pour dénoncer cela, on avait entendu aussi quelque chose. Je pense qu'il y avait l'un des conférenciers qui disait que faisons attention parce que ce soit ceux qui les ont amenés ou ceux qui les brûlés, qui les ont brûlés, si ma mémoire est bonne, ils pourraient avoir un retour du bâton. C'est-à-dire lorsqu'on détruit des fétiches comme ça, vous pensez qu'il y a... Écoutez, les fétiches ont des pouvoirs, je dis que ça a des pouvoirs. Vous pensez que vous pouvez brûler ma canne là comme ça là, sans avoir de conséquences? Mais il y a des gens qui ont brûlé des fétiches, ils sont devenus fous. Ils sont devenus aveugles. Ils sont morts. J'ai dit que le fétiche est habité par des forces et par des pouvoirs mystiques. Et tout objet de culte, que ce soit même dans les religions révélées là, il y a des pouvoirs mystiques dedans. Le Coran, pourquoi on ne brûle pas le Coran et la Bible? C'est parce que ça contient des forces mystiques. C'est de ça qu'on a peur. Sinon là, c'est un amas de papier, de feuilles. Mais c'est ce qui est dedans là, l'énergie mystique qui est dedans là, qui fait peur. Les paroles qui sont dedans. Qui vous font peur à vous aussi? Comment? Moi je respecte toutes les religions. D'accord. Je n'ai jamais profané le Coran. Mais quand je prends même les 4 évangiles, moi j'ai vu une fois au dehors là, les 4 évangiles, comme ça, c'était jeté. Moi j'ai pris, c'était dans la poussière, j'ai nettoyé. Et puis j'ai cherché quelqu'un à qui donner ça. Ah non. Moi, je suis très respectueux des religions des autres. Ok, juste pour moi comprendre. Oui, en ce qui concerne les objets de culte et tout, qu'on assemble dans le vocabulaire fétiche, même quand on les installe dans les musées, le terme de sacraliser n'est pas approprié, on les vide de leur énergie, je veux dire, de leur puissance, de leur pouvoir. Comment? On les vide comment? Et j'arrive. Selon les techniciens du ministère de la Culture, quand ils les prennent, ils les débarrassent de leur pouvoir avant de les exposer dans les musées. Est-ce qu'il vous a été, en tant que trésor humain vivant, sollicité pour ces choses-là? J'ai jamais été sollicité pour ça. En tout cas, moi, je ne peux pas révéler son nom parce que je n'ai pas eu l'autorisation de dire. Mais il m'a dit que quand ils prennent même les objets de culte pour aller exposer dans les musées, pour que les uns et les autres puissent venir voir, et on leur dit, par exemple, ce que vous avez devant vous a tel pouvoir, a ceci ou cela, ce qui est contenu comme pouvoir est vidé avant d'être exposé. Est-ce que vous avez connaissance de ça? Mais qui vide ça? Ça, il ne m'a pas dit. Cette précision n'a pas donné. Il a dit que ce travail, ils le font. Voilà qui le fait. Comment est-ce que c'est fait? Mais là, c'est moi, je voulais vous poser la question en tant que trésor humain vivant. Oui. Si vous avez été parfois sollicité pour ces choses-là, est-ce que vous en avez entendu parler ou pas? J'en sais quelque chose. C'est pourquoi je vous pose la question pour en savoir davantage. Très bien. Mais si ces fétiches ont été visés de leurs énergies, ce n'est pas en tout cas par le fait des religions révélées qui ont vidé ça. C'est pas vrai. Moi je n'ai pas dit que c'est les religions. C'est moi qui te dis, je te l'apprends. C'est pas ça. Il y a une cérémonie pour ça. Une cérémonie fétichiste pour ça. C'est de ce que je veux que vous voilà. C'est tout. Voilà. Parce que même l'église catholique a un musée où il y a effectivement ces objets-là. Et il me dit, même quand c'est des musées de l'État, il est vide de leur énergie. Et moi, ma question, c'était de savoir si vous aviez été associé et comment ça s'est passé. Je voulais juste savoir. Moi, je pensais que vous allez me poser la question de savoir est-ce qu'effectivement, ils sont vidés de leur énergie. Moi, j'ai pensé plutôt à ça, plutôt que de me demander à moi si moi... Ils sont vidés de leur énergie, comme vous voulez cette question. C'est pas sûr. Ok. C'est pas sûr. Comment vous le savez? Oui, mais parce qu'il y a eu des objets qu'on a placés dans des musées et puis après qui ont disparu. Si ça n'a pas d'énergie, ça ne disparaît pas. Alors, M. Traoré, c'est vrai l'objet d'un vol? Pas un vol. D'accord. M. Traoré en sait quelque chose. Alors, c'est vrai que vous êtes aujourd'hui un fervent défenseur de la religion traditionnelle. Mais oui, moi j'ai de la difficulté à vous convaincre parce que bon, c'est en fait un coup de fétichisme que je dois vous faire, même pour que vous puissiez comprendre certaines choses avant même qu'on discute. Peut-être qu'on aurait une autre convocation pour cela, mais quand on regarde au niveau du Burkina Faso, alors la loi portant création, composition et attribution et même fonctionnement de l'Observatoire national des faits religieux a été modifiée pour prendre en compte la religion traditionnelle.
traditionnelle. C'était le 6 août 2020, date du Conseil des ministres. Alors, est-ce que ce n'est pas une avancée selon vous? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes pris en compte et reconnu par l'État. C'est une avancée qui est venue trop tard. Trop tard. Depuis longtemps, ça aurait dû être fait. Mais, comme vous savez, s'ils doivent prendre cette décision-là, ce sont des gens des religions révélées. Ils ne sont pas pressés de prendre ce genre de décision-là. Moi, j'aurais été là-bas. Et Traoré Mbélégué aurait été là-bas. Peut-être, ça n'aurait pas été la même chose. Vous voyez, c'est quand même une avancée, il faut le reconnaître. Même si elle est venue tard. C'est une avancée. Mais Mbélégué était président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui faisait voter la loi, qui tapait pour dire la loi est adoptée. Il a été ministre. C'était quand même des cercles d'influence où il aurait pu peut-être plaider. Je ne sais pas s'il a fait ou ça n'a pas marché, mais il a toujours revendiqué. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il n'a plus que son nom, Traoré Mbélégué. Tout à fait. Pour ces choses-là. Effectivement, il était dans la sphère de décision, mais quand vous êtes seul à croire en quelque chose et que la majorité, la grande majorité ne croit pas, votre action peut être perdue ou négligée. Donc c'est une avancée. Mais il faut aller jusqu'au bout. D'accord. Aller jusqu'au bout, comment? Ok. Alors, ce qui fait peut-être la force d'une religion, c'est son organisation. Quand on prend le cas de la religion traditionnelle, selon certains, le problème c'est la représentativité. Quand on veut aujourd'hui rencontrer ceux qui sont de cette religion-là, qui va parler à votre nom? Il n'y a pas de chef traditionnel ici à Ouagadougou. Le Moro Naba est là, non? Ces chefs de terre sont là. Ces ministres du culte sont là, ces ministres politiques sont là. Mais est-ce que quand il y a des choses comme ça, on prend les dispositions pour joindre les responsables? Ce n'est pas parce que c'est pas organisé comme voilà, il y a un abbé, il y a un curé, c'est pas parce que c'est pas organisé comme ça qu'on ne doit pas faire recours à la religion traditionnelle. Mais moi je vous dis, quand il y a l'absence de pluie là, pourquoi? Bien que ça ne soit pas chose structurée comme de façon moderne, pourquoi on arrive à résoudre le problème? On va voir le Moro là-bas, non? Et on lui demande de faire ce qu'il faut pour que la pluie vienne. On a vu ici des processions pour faire venir la pluie. On a vu ici des prières dans les églises, dans les mosquées pour faire venir la pluie. La pluie n'est pas venue. Mais il a suffi que le Moro Naba dise aux traditionnalistes là d'aller sur les lieux de culte, aller faire l'affaire. Le mot affaire ici. Aller faire le nécessaire sur les lieux de culte là. Quand on a fini d'égorger les poulets et les choses, on n'a même pas eu le temps de préparer la viande, c'est le vent annonciateur de la pluie, et la pluie qui ont interrompu le reste de la cérémonie. Dans ce cas-là, en fait, moi je dis toujours, demandez à Dieu là, c'est une procédure, tous les chemins mènent à Rome. Il faut être assuré que ce qu'on demande à Dieu même écoute ça et puis il vous donne satisfaction. Vous voyez, parce que pour demander quelque chose à Dieu là, il y a une procédure. L'animisme aussi a ses procédures pour demander quelque chose à Dieu. Moi, je ne sors jamais aller dans ma case à fétiche sans implorer la toute puissance de Dieu. Je prie Dieu d'abord avant d'aller là-bas. J'ai ma manière. Non, que ce soit... Mais Dieu comprend toutes les langues. C'est Dieu qui a créé toutes les langues. Toutes les langues sont à égalité sur ce fait-là. Comme tu as la même essence humaine que moi, que les intervenants ici, la même essence humaine. Mais toutes les religions étant à égalité, chacun peut prier Dieu dans sa langue sans aller quelque part.
D'ailleurs, la prière, c'est pas forcément aller rester dans une maison prier. Et vous allez même plus loin pour vous renier la religion traditionnelle. La prière, c'est d'abord une approche sa culture et ses origines. Comment? Pour vous relier la religion traditionnelle, c'est renier sa culture. C'est renier sa culture parce qu'en fait, la véritable religion de l'Afrique noire, c'est la religion traditionnelle, c'est-à-dire l'animisme. Ce que nous pratiquons aujourd'hui, c'est des importations. C'est un complexe par rapport aux autres religions. C'est un complexe. Parce qu'en fait, pourquoi nous, nos ancêtres, nous n'allons pas leur consacrer des cultes, les adorer, les respecter, nous allons respecter les ancêtres d'autres personnes. Ça, c'est un complexe. Quand tu quittes chez toi, tu ne salues pas ton père et ta mère. Tu t'en vas, tu rentres dans la cour voisine, il y a ton ami là-bas, c'est son père et sa mère que tu salues. Comment tu vois ça? C'est un complexe. Le continent noir est le seul continent qui n'a pas sa religion propre. Voilà pourquoi nous ne pouvons même pas nous développer. D'accord. Nous sommes à la traîne. Pourquoi? Parce que l'Asie a sa religion. Les Européens, tout ça, ils ont le christianisme, etc. L'islam, le monde arabe là, ils ont l'islam pour eux. Ils peuvent se développer parce que ça peut même un bloc de cohésion. Et nous, on n'en a pas. Nous, on patauge dans les autres religions comme ça. Ça ne nous arrange pas. L'Afrique ne peut pas se développer avec ça. Ce n'est pas possible. Oui, bon, on est déjà à la fin, donc c'est un genre de vie conclusif. Je voudrais dire quelque chose. Les gens confondent la religion et la culture. Parce que quand j'ai lu ces écrits-là, je vois que les gens même confondent la religion et la culture. La religion n'est pas la culture. La religion est un pan, un élément de la culture, tout comme la musique, la danse, le divertissement, etc., etc. Donc, la religion là, c'est un contenu. D'accord. Et la culture, le contenant. Donc, on ne peut pas comparer le contenu et le contenant. Merci, M. Koroba. Alors, on va permettre au juge de réagir rapidement. Oui, juge, va moi, assez rapidement, ce que moi je retiens, c'est que c'est des religions et les religions devaient se respecter et être respectées au même titre. Et je pense que s'ils se sont sentis offusqués de ce qui est leur symbole officiellement soit dit brûlé, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, autant que les autres religions se sentiront offusquées de ce que ce qui est l'émanation de ce qui est le symbole de leur croyance soit aussi foulé au pied ou quoi que ce soit. Je pense que c'est une interpellation à prendre en compte et pour moi c'est très important. Oui, on a même oublié dans nos questions de savoir s'il y avait eu un contact entre les deux pour se parler. Et puis effectivement, à partir de ce moment-là, comment on respecte chacun dans ses valeurs et dans ses principes pour effectivement éviter ce genre de choses qui chauffent la République. Je dis bien pour rien, parce qu'on aurait pu effectivement éviter ces choses-là. Maintenant, parce que moi je parle pour l'avenir. À l'avenir, comment est-ce que ça doit se passer? Et c'est pourquoi j'étais curieux de savoir quand quelqu'un a ses fétiches, comment il s'en débarrasse, parce que tu peux aller loin au Bénin, par exemple, prendre ton fétiche, tu es à Ouagadougou, le monsieur dit, quand tu n'en voudras pas, il ne faut pas ramener ça chez moi, débrouille-toi comme tu peux. Donc comment tu t'en débarrasses? Donc c'est pourquoi je vous demande, est-ce que si quelqu'un a son fétiche, lui il peut prendre et puis faire comme il veut. Donc j'ai dit bien, il faut également que les adeptes des différentes religions burkinabè puissent se parler, comme dans une logique de dialogue interreligieux et tout. J'ai dit bien pour éviter ces sujets qui fâchent la République, parce que les mêmes adeptes sont effectivement des frères et sœurs d'une même famille. D'accord. On ne peut pas chauffer pour rien. Il y a un problème de fond qui est posé, c'est des sensibilités, ça mérite d'être pris en compte. D'accord. C'est très sensible, mais qui mérite en tout cas d'être contribué à l'actualité. Je disais que nous sommes au terme de cette émission. Oui, mais je disais que on a pris une disposition nationale là pour valoriser la religion traditionnelle. Je dis qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout. Merci beaucoup, monsieur Konoba Traoré. Aller jusqu'au bout, c'est quoi? Mais il faut qu'on consacre une journée nationale des ancêtres. D'accord. C'est sur cette proposition-là que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci d'être passé, Konoba Traoré. Je rappelle que vous êtes homme de lettres, homme de culture, dozo, guérisseur, chef de société secrète du Coran. Vous êtes également trésor humain vivant. Avec vous, nous avons pu découvrir un pan de la religion traditionnelle. C'est vrai qu'il est difficile d'évoquer, d'épuiser ce sujet-là en une heure. En tout cas, merci d'avoir honoré notre convocation. Peut-être qu'on vous aura une deuxième fois pour, en tout cas, à savoir davantage et aborder d'autres pans de cette réalité-là. Merci, messieurs les juges. Merci aussi aux téléspectateurs et auditeurs de True TV et Watt FM. On se retrouve demain sur les médias Luleur pour le même exercice, poser un regard critique sur l'actualité. Merci.